Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter cette petite compilation d'histoires d'épouvante spéciale Halloween. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme de New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. L'histoire de la voisine. Un homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. Après avoir décrit dans les moindres détails la jeune femme, l'agent sceptique lui montre une photo, sur laquelle il reconnaît aussitôt la jeune femme. L'agent de police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint il y a déjà une semaine. La jeune femme vêtue de blanc. Il existe plusieurs versions de cette histoire selon laquelle les automobilistes auraient perçu sur la route une jeune femme tout de blanc vêtue. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons celle-ci, puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte, et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse, jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. David McCallum et son jeu du Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael et Stephen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami, de quelques années leur aîné. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica
côtoie une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible: Cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu, disposé au pied de l'autel, et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Denis arrive. Les 4 jeunes gens prennent place, assis à même le sol, autour du plateau de Ouija, et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras-le-corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du malheureux garçon. Denis, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. Arrête, David. Mais arrête-toi. Il est mort. Dans un sursaut, Stephen parvint à se dégager et s'échappe à toutes jambes. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrasseront dans une décharge publique. Arrêté peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie dans un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Tiré du journal intime d'un vieux voisin. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle était debout à me fixer. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi, caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, je suppose, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout, qui porte un costume au lendemain d'Halloween? Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue et très tendue. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifiée. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivée à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en lisant. Elle ne dit pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter